Bonsoir à tous, bienvenue sur La Première. Il est 19h30, voici les titres de votre journal du vendredi 13 juillet 2018. Alerte aux méduses cantonnées du côté de l'îlot Ténia. Elles sont désormais présentes de Bourail à l'îlot Amédée. Elles appartiennent à la classe des cuboméduses et sont assez dangereuses. La normalisation des plaques d'immatriculation, une mesure décidée pour améliorer la sécurité routière. Après le 8 mars 2019, vous serez en infraction et passible de sanctions si vous ne les avez pas changées. Le nouveau pôle sanitaire du Nord, pièce essentielle dans le maillage sanitaire du territoire. Il accueillera ses premiers patients le 1er août. Objectif, une prise en charge unique avec des installations high-tech. Madame, monsieur, bonsoir. Nous vous l'annoncions il y a 2 jours. Des méduses dangereuses ont été signalées par la DAS-NC dans le lagon. Après enquête, il s'agirait de méduses de la classe des Alatina, plutôt rares en Calédonie, mais assez dangereuses. Cantonnées du côté de l'îlot Ténia, elles sont désormais présentes de Bourail à l'îlot Amédée. Voyez le reportage de Bernard Lassos et de Gaël Etcheverry. Voici à quoi ressemblent les méduses qui ont envoyé 7 personnes aux urgences du Médipôle. Translucides, au point que l'ombre portée sur le fond sablonneux apparaît plus nettement. 10 cm de long par 5 de large et 4 filaments caractéristiques. Une espèce peu courante dans le lagon calédonien que Claude Maillot, docteur en physiologie et biologie, a pu faire identifier par une scientifique australienne, Liza Gershwin. L'identification m'a été confirmée par plusieurs sources, dont en particulier par Liza Ann Gershwin, qui est une spécialiste australienne. Il semble que ce soit une méduse du genre Alatina. Antérieurement, c'était classé parmi les Charybdea. Et cette espèce, ce genre Alatina, est associé au syndrome d'Irukandji. Inhabituels par leur concentration en cette saison fraîche, et surtout leur présence étendue aujourd'hui dans une aire qui va de l'îlot Amédée à Bourail. Le communiqué de la Direction des Affaires sanitaires et sociales faisait justement état des symptômes propres au syndrome d'Irukandji. Des douleurs abdominales, des douleurs lombaires, des malaises, des vomissements, des douleurs bien entendu à l'endroit de la zone qui a été atteinte. La gravité, c'est que si ces symptômes surviennent au moment où la personne est dans l'eau, elle peut bien entendu perdre ses moyens de locomotion et se noyer. C'est une envenimation qui est relativement sévère, qui n'est pas considérée comme mortelle. Il y aurait eu des cas tout à fait exceptionnels. De Bourail à Nouméa, le récif comme les îlots sont très fréquentés par les Calédoniens, plongeurs, kitesurfers, activité que la DAS recommande fortement d'éviter et surtout en cas d'accident, bien comprendre comment fonctionne l'envenimation. Ces cellules urticantes sont capables de décharger leur venin dans un second temps. C'est pour cette raison qu'il est important d'arroser largement la zone lésée avec du vinaigre qui va empêcher cette seconde décharge de venin et donc cette aggravation de l'envenimation. Donc du vinaigre, que du vinaigre, surtout pas d'eau douce, pas d'eau de mer, pas d'alcool, pas d'urine, pas de jus de citron. Jusqu'ici, les rencontres avec les Alatina alata restaient rares, pas comme sur la côte nord-est australienne, où d'autres méduses autrement plus dangereuses ont fait plusieurs dizaines de morts, prohibant toute baignade pendant les mois d'été. En bref, restons dans le bestiaire de la Nouvelle-Calédonie avec cette fois la vérité sur le mystère du python de Tieta. Les résultats de la nécropsie opérée sur l'animal de 4 mètres et de 26 kilos, découvert et tué il y a près d'1 mois, ont été rendus publics par la province Nord. Il s'agit bien d'un python réticulé appartenant à la sous-espèce des Malayo-pythons reticulatus. On sait désormais qu'il s'agissait d'un mâle adulte en bonne santé dont l'estomac était vide. D'autres analyses sont attendues pour comprendre la présence de l'animal à Tieta.
Sans transition, la sécurité routière avec vos plaques d'immatriculation. Elles devront être normalisées avant le 8 mars 2019 pour améliorer les contrôles routiers. Une nouvelle réglementation voulue dans le plan territorial de sécurité et de prévention de la délinquance 2018-2022. Cette nouvelle réglementation fait grincer les dents de certains Calédoniens et des professionnels de l'automobile. Voyez le reportage de Sylvie Méhoun et de Michel Bouillet. Caractère et couleurs fantaisistes. Ces anciennes plaques d'immatriculation sont désormais interdites. La réglementation impose celle-ci, une plaque rétro-réfléchissante, plus visible lors des contrôles de vitesse sur nos routes. Une mesure adoptée mardi dernier par le gouvernement et dont la mise en application est jugée trop brutale par certains professionnels de l'automobile. Celui-ci a dû rembourser cette semaine l'un de ses clients. Suite à un litige, on a dû mettre cette note d'information qui rappelle aux clients qu'on a été au courant de cette loi en même temps qu'eux et qu'on ne le savait pas avant. On l'a vendu une plaque noire, mais on ne le savait pas. Alors là, j'ai une commande pour une famille entière. Il y a 1, 2, 3, 4 véhicules, dont 2 plaques de chaque. 4 véhicules pour une seule famille. Avec la pause, le coût total revient à 5 000 francs par voiture. Dans cet autre magasin de distribution de pièces détachées, installé depuis peu à Ducos, on ne sait pas quoi faire des stocks d'anciennes plaques. Ça se met en place de façon très brutale, même si je peux le comprendre. C'est-à-dire que très rapidement, on va devoir avoir les nouvelles plaques, on va devoir abandonner les anciennes. 2344 plaques, 1300 francs en moyenne à la vente, c'est plus de 3 millions de pertes de vente. 200 000 véhicules sont concernés par cette normalisation des plaques, une uniformisation pour mieux lutter contre la vitesse, une des principales causes de mortalité sur nos routes. Mais dès l'annonce de cette mesure, une partie de la population est montée au créneau, lassée de mettre encore la main à la poche. Cette pétition lancée il y a 3 jours sur les réseaux sociaux a déjà recueilli ce soir plus de 4000 signatures. C'est vrai qu'il y a des plaques d'immatriculation qui ne sont pas visibles de loin. Lors des contrôles, c'est déjà un truc, il faut quand même les mettre dans les normes. Et bon, derrière, peut-être, il y a une histoire de fric aussi, je pense. S'ils nous donnaient quelque chose pour pouvoir les changer, nous aider déjà aux finances, ce serait bien aussi. Je ne vois pas forcément l'utilité pour l'instant, mis à part peut-être pour se faire attraper plus facilement au radar. Mais voilà, je ne vois pas l'utilité de changer les plaques. Je pense que ça peut être bien, comme ça au moins tout est normalisé. Pour éviter aussi une délinquance routière, éventuellement, changement de plaque. Voilà. Du côté des concessionnaires automobiles qui ont été avertis de la modification, certains ont déjà commencé à équiper les nouveaux véhicules de ces fameuses plaques. On équipait nos véhicules donc de plaques noires avant-arrière ou donc blanches à l'avant et jaunes à l'arrière. Donc à partir de lundi 16 juillet, nous aurons l'obligation d'équiper tous nos véhicules avec des plaques blanche à l'arrière et blanche à l'avant comme celle-ci. À partir de lundi prochain, toutes les voitures neuves seront donc mises en circulation avec les nouvelles plaques d'immatriculation. Quant aux propriétaires des autres véhicules, ils ont jusqu'au 8 mars 2019 pour se mettre en règle. Même traitement pour les voiturettes et les quads qui devront être équipées de 2 plaques. Tout manquement à cette nouvelle mesure sera sanctionné d'une amende de 15 000 francs. Et j'ajoute que, sollicité par nos équipes, le gouvernement n'a pas souhaité s'exprimer. Le nouveau pôle sanitaire du Nord, à présent, dans moins de 20 jours, au 1er août, il accueillera ses premiers patients à Koné, pièce essentielle dans le maillage sanitaire du territoire. Il doit offrir à la population 70 à 80% des services assurés jusqu'à présent au Médipôle ou en clinique. Présentation avec Gilbert Assawa et Cédric Michaud. Un carré de 60 mètres de côté, lumineux à souhait et qui privilégie la ventilation naturelle. Les contraintes fixées à l'architecte accouchent de ce superbe bâtiment réalisé par un groupement d'entreprises calédoniennes. Ici, l'accueil du public se conjugue à la recherche de l'efficacité pour les équipes soignantes sur 3 niveaux.
Il a fallu le concours des centres hospitaliers du territoire, le CHT, le CHS Albert Bousquet et les hôpitaux du Nord pour rapprocher l'offre de soins vers le public. On ne peut le faire fonctionner que grâce à des coopérations, de la mutualisation de moyens en termes de ressources, également financiers. C'est également l'objectif recherché par le pôle sanitaire du Nord, c'est-à-dire regrouper des compétences diverses dans un même lieu, mais en même temps, ce qui nous permet aussi, notamment pour les patients, d'accéder à des soins de qualité au plus proche de leur environnement. C'est ce qu'on recherche. Sentinelle avancée dans le dispositif de veille médicale, le pôle sanitaire du Nord peut faire face aux urgences dès le 1er août avec l'entrée en service du bloc opératoire. Le service chirurgie pourra assurer une veille H24. La maternité trouve une place naturelle juste à côté, tout comme l'hôpital de jour. Équipé d'un scanner, le service radiologie pourra améliorer les diagnostics et donc les soins, en particulier pour les accidents vasculaires cérébraux. Quand vous avez des malades qui seront libérés, par exemple, sur le coup de 15 heures, compte tenu des transports, etc., l'hôpital sera là. Il y a la nécessité aussi, pour des objectifs d'économie de soins, de santé aussi, que les malades ne restent pas dans des lieux hospitaliers. Ils peuvent, pour le suivi, être à l'hôpital que la province est en train de construire actuellement. La construction d'un montant de 6,680 milliards de francs est financée conjointement par l'État, la province Nord et le territoire. La plupart des services ouvrent dès le 1er août. Il faudra cependant attendre la fin du mois pour voir fonctionner totalement le pôle sanitaire du Nord. Et puis à noter que le samedi 21 juillet, une journée porte ouverte de l'hôpital est programmée. Retour à Nouméa, agrandissement, rénovation, modernisation pour le musée de la Nouvelle-Calédonie. Les travaux débuteront en 2019 et pour 2 ans, le projet architectural sera le 2e plus gros projet culturel après celui du centre culturel Chibaou. Il apportera une identité océanienne à la ville de Nouméa. Le reportage de Brigitte Wap et de Maurice Tcharouyane. Ce bâtiment du musée de la Nouvelle-Calédonie a été inauguré en 1970. L'agencement à l'intérieur a été revu une première fois en 1984. Il compte aujourd'hui plus de 8500 objets kanaks et océaniens. Pour mettre en valeur cette magnifique collection, le musée va se moderniser et s'agrandir. Cette rénovation et extension vont coûter 2 milliards de francs CFP, financés à 70% par le gouvernement et 30% par l'État. C'est aussi emblématique d'une certaine manière pour le développement culturel. Je crois qu'il y a beaucoup de débats, beaucoup de discussions sur la réduction des crédits de la culture. Et donc je pense que c'est aussi le signe en tout cas que le gouvernement n'entend pas abandonner bien évidemment le développement culturel et les artistes. Voilà à quoi devrait ressembler notre futur musée sur ces images 3D. Son originalité, ses façades extérieures en bois et acier qui sont comme des écailles apposées les unes à côté des autres. Ces façades viendront entourer le bâtiment existant et ainsi doubler la surface d'exposition. Un musée qui se veut moderne et attractif. Ça passe à la fois au niveau de l'espace scénographique, par l'intégration des outils multimédia. Donc que ce soit sous forme vidéo, sous forme de réalité virtuelle, de projection immersive et interactive. Les travaux d'extension et de rénovation débuteront en 2019 et ce jusqu'en 2021. Pendant 2 ans, le musée sera donc fermé au public, mais une partie des objets sera exposée à travers le pays. On a prévu une exposition itinérante qui circulera à l'intérieur de la province sud, dans le nord et les îles, de manière à ce qu'on leur présente ce projet d'extension, mais aussi toutes les belles collections du musée, des objets kanaks, des objets qui sont dans ce musée depuis des années. Peut-être pour certains n'ont pas eu l'occasion de visiter le musée. Un projet architectural dans une démarche de développement durable, avec d'une part le choix de bois locaux, mais également l'installation de panneaux solaires et la récupération d'eau pluviale. Les festivités du 14 juillet, c'est ce soir. Retraite au flambeau, bal populaire, feux d'artifice vont enchanter petits et grands. On retrouve Nadine Guapana et Gaël Etcheverry depuis la place Birakem. Bonsoir Nadine, quelle est l'ambiance sur place ?
Bonsoir, ici place Bir Hakeim, c'est l'effervescence. Depuis 18h30, la distribution gratuite des lampions bat son plein. Je vais vous le montrer ici sous ces chapiteaux. C'est 5000 lampions fabriqués dans les ateliers municipaux rappellent les flambeaux brandis par les Parisiens lors de la prise de la Bastille le 14 juillet. Cette commémoration débute donc la veille au soir avec cette fameuse retraite des flambeaux et elle est célébrée dans plusieurs communes du pays. Ici, les Nouméens sont venus nombreux, en famille, participer à ce défilé nocturne qui a débuté vers 19h. Et dans quelques minutes, aux alentours de 19h45, un feu d'artifice sera tiré depuis le toit de l'hôtel de ville, suivi d'un bal populaire. Place de la Marne. Merci Nadine, et on se retrouve au bal populaire, bien évidemment. Allez, direction le Festival d'Avignon pour finir. Après 3 ans de travail, la compagnie du Caméléon présente pour la première fois une histoire sur les essais nucléaires français. Les champignons de Paris alternent faits précis, humour en un véritable réquisitoire. Voyez le reportage de Christian Tortel d'Outre-mer Première. Au Festival d'Avignon, le spectacle est dans la rue. Oui, de la bombe atomique, il y en aura pour tout le monde, nous promettent les comédiens polynésiens très connus à Tahiti, pas du tout ici. Distribuer des tracts, c'est donc nécessaire pour se faire connaître parmi 1000 spectacles du festival Off. Les gens, ils sont déjà dans le mood, quoi. Ils sont déjà dans le truc, du coup, ils sont assez réceptifs, ils prennent et tout. Le plus compliqué, c'est la chaleur. Il n'y a que ça. Et ça marche, on reste optimiste. Il faut rester positif. À Tahiti, on est très positif. Keep cool, comme on dit chez nous. Les champignons de Paris est le titre d'une pièce sur 36 ans d'essais nucléaires en Algérie et en Polynésie. Pour la première fois, des comédiens polynésiens retracent cette période sombre. Monsieur le Président, aucun gouvernement n'a jamais eu l'honnêteté et la cynique franchise de reconnaître que ces expériences nucléaires puissent être dangereuses. Y a encore quelqu'un ici? Ouais. Du théâtre documentaire. On a 20 minutes pour mettre tout le monde à l'abri. On fait sonner le carillon. Un réquisitoire. Combien de temps doit-on rester? Un théâtre efficace. Vous restez à l'intérieur dans l'abri atomique. Très émouvant. D'apprendre que cette terre, elle va peut-être s'effondrer et tout d'un coup, ça fait, mais c'est l'horreur. Enfin, à quoi je viens d'assister là? Une mise en scène de François Boursier, un texte d'Émilie Genaedig. Et une petite fille de 6e nous a posé la question. Monsieur, qui a inventé cette histoire? Comme quoi, c'est un sujet tabou. Chère madame, il est dans votre intérêt et dans celui de votre famille de taire ce qui vient de vous être révélé. Oh, comprenez-moi bien, les essais doivent se poursuivre. Et nous aurons besoin de volontaires. On est à un moment, je dirais, où la parole se libère. Donc je pense que ça participe en fait à cette libération de la parole. Mais je ne pense pas que ça ait pu bouger quoi que ce soit. Les techniciens ils disent que c'est parfaitement inoffensif. Et si les techniciens ils disent que c'est parfaitement inoffensif, c'est que c'est parfaitement inoffensif. Oui. Voilà, c'est la fin de votre journal d'information. Merci de votre fidélité. Quelques rendez-vous avant de se quitter. Demain, dès 6h, l'information reprend en radio avec Martine Nollet. À noter dans vos tablettes également, demain samedi, sur la première, la retransmission du défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées à partir de 17h15. Exceptionnellement, votre journal télévisé demain sera donc avancé à 17h. 17h. Voilà. D'ici là, très belle soirée à vous sur la première, évidemment. L'info continue sur lapremière.nc.